together. Number one, the perception that the court was the body which decided that, in fact, there was a constitution, and the court which has given a very, very wide interpretation to this constitution. We've created a situation now in which there is very, very strong opposition among all, well, not all, but among many politicians in Israel to the very notion of passing any further basic law. Attempts to pass further basic laws on human rights, and especially on the question of legislation, mentioning specifically judicial review, defining which court has judicial review, have not got very far. In fact, one leading politician from a religious political party was quoted as saying that if there were a basic law adopting the Ten Commandments, he would have to vote against it. Not because he disagreed with the Ten Commandments, but because he was totally opposed to any more basic laws. The perception of those members of the parliament is that they lose control. It doesn't matter what they say, the courts are there going to interpret matters in a way they think is right without any attachment to what was done or said during the parliamentary process. There's another element, and this I find quite worrying. We are lawyers and we're talking about the Constitution as a supreme legal document. But the Constitution in a society has other functions as well. It should serve as the binding force of the society. It should be a document which can be used in education, in schools. It should reflect the common values held by that society. And this is only possible if the Constitution is perceived as being legitimate by wide sections of the population. There are always going to be some who are going to say no, but there has to be a wide perception of legitimacy. A lack of the legitimacy in the eyes of large segments of the society means that this function of the Constitution is unfortunately lacking. And I find that very, very worrying in a situation in Israel in which there are other forces acting exactly contrary to the kind of values represented by Justice Barak in his decisions before the Supreme Court, in his writings, and in the Mizrahi case itself. So now let me try to sum up in a number of words. Well, the fundamental argument could be, well, let's see the end results. We're talking about human rights. And personally, I've always argued that restrictions on the power of a majority to violate human rights are incompatible with the very nature of the democratic regime. And this I agree entirely with Justice Barak. I think that Justice Barak was right in the Lahore case in which he mentioned before, in intimating that at some stage, if there were a law passed which was extreme enough in its contradiction to democratic values, the court would not only have the right, it would have the duty to decide that that law was invalid, whether the country has a constitution or not. And in this sense, the courts could possibly have used international human rights law, which Israel adhered to in 1992, as a guiding line. They could have done it through notions of interpretation. So, in the end result, we have the following situation, and it's a matter of a political assessment what the gains and the benefits were. The benefits are quite clear. The benefits are that it is possible today to go to court and to get an order that a law like the law on the detention for 3 years of all persons who have crossed the border into Israel seeking asylum illegally for 3 years, that law was unconstitutional. And anybody supportive of human rights must welcome that possibility. But on the other hand, the question of legitimacy has now affected the very chance of having a fuller constitution for Israel, one which would hopefully include all the basic rights
and would reflect a large and wide consensus in Israeli society. Thank you. Thank you, Professor Kretzmer, for this very interesting and comprehensive lecture. A bit pessimistic lecture, or realistic, because of the situation of Israeli people, very divided, in religion, in political views, and so on. Just one thing I would like to say. This question of judicial review, constitutional judicial review, if you look to history, this is something very new, something of the second half of the 20th century, because even in a country like the United States, where judicial review existed, in fact, the protections of human rights began really in 1954. And in France, before 1971, there was no real judicial review, for the protection of human rights. Austria, 1920. What? Austria, 1920. Yeah, Austria. No, sure, but First half of the 20th. it's the first case. Before 1945, judicial review was not something largely accepted. And you talked about Marxists in Israel in the 50s, but the same question, the same attitude you can find in France, and not only with Marxists, but only with the Democrats. You know, democratic legitimacy is against judicial review. It was, for instance, the point of view of Léon Blum. You know, who cannot accept that on my left there is an assembly elected by the people, and on my right hand is 9, 10 or 11 people who have been nominated. What are their legitimacy? Now, in the second half of the 20th century, finally, this legitimacy of judicial constitutional review was accepted. But this is something new in history, in constitutional history. It began with the glorious Austrian Constitutional Court, and began with Kelsen, it began with the European way of judicial review. And not the American way, but this American way was adopted by Israelis because it was the only way to create judicial control without building a real constitutional court, which was impossible. Well, when the state was first established in 1948, and 49, there were a few attempts to persuade the judges on the first court to undertake judicial review on the basis that laws passed contrary to the Declaration of Independence or contrary to the democratic nature of the state, and they fundamentally adopted your approach. The idea of judicial review was foreign to them. Most of them were from Central Europe, and they'd studied in England. There was no judicial review, and so they thought this is not the province of the court. But things have changed radically since then. And what has changed? There have been political changes. We are now not dealing with the kind of homogeneous societies that you had before. You now have very, very heterogeneous societies in which you have large minorities who are not going to be protected by the political process. Minorities of every kind of sort, whether you're talking about ethnic or religious or sexual minorities. And experience has showed that if you want to protect these minorities, you have to have some kind of mechanism outside the political process to protect them. So, I mean, you know, we're sitting in France, you're part of the European
Convention on Human Rights. You didn't have judicial review in France, but France, you have judicial review of parliamentary legislation of France by the European Court. Now, it's true, they can't declare it invalid, but it's a form of judicial review. England, the ultimate kind of example of a country which didn't have judicial review, now has judicial review. They don't want to call it that. The court They can't don't like it. They don't like calling it that, so they say the court can't declare a statute invalid, but it can say it's incompatible with the Human Rights Act. It's incompatible, the Parliament just has to change it. It doesn't have any option. So it's, sorry? There's no legal obligation There's to change no it, legal and obligation. Absolutely. and in some instances they didn't change They didn't change it, but largely, and there can be cases in which you have judicial review and it's been ignored. So things have changed, and our court, to its great credit, was always aware of the fact that in Israel you're talking about a society in which you had a large, at the very beginning of a state, a large concentration of political power in certain hands, and the political echelons of government were not always sensitive to matters of minorities of any kind of sort. And the court realized from the very first days in hard times that if it was not going to protect the minorities, then nobody else would be able to do it. Now, it's true, for a long time that was done without judicial review of parliamentary legislation. But when, towards the end of the 20th century, the court says, well, we are going to join the club of those who have such judicial review, it's no longer joining a small club of 1 or 2 countries. It's joining a club of the vast majority of countries in the democratic world which have judicial review of one sort or of another. Holland is always mentioned as a kind of country where they especially say no judicial review on the basis of the constitution. But they have this peculiar situation that the court can still decide that in a clash between the European Convention and parliamentary legislation, the court is going to give effect to the European Convention. So it's not saying that the law is invalid, but it's preferring another norm. Well, it's a form of judicial review. So sometimes you don't like to call the child by its name, but that is what it is in essence. Okay, thank you. We can take now some questions. Questions? No? No what? Then I would like to ask you a short question, because it was a very rich and interesting paper which would deserve a much longer discussion. However, I would like to return to this point of whether it is possible to transfer a constituent power. Now, this does at first suppose we have located somewhere this constituent power. And my impression is that just naming something a constituent power makes it exist, but what is it? Now, without a technical translation into rules, the word constituent power doesn't mean anything. It's just metaphysics. You have constituent power if you do have certain types of specific rules and specific effects of norms in conflict with other norms. If you don't have this, well, you still have a weak constituent power, which is precisely the Israeli or the English situation. In the absence of a strongly formalized constitution, you still have a weak material constitution. And so this leads me to my second question. You have strongly criticized, and I think for quite serious reasons and arguments, the problem of legitimacy of not having
a constitution in the meaning of modern international constitutionalism. But as you still do have the weak constitution, do you mean the weak constitution doesn't have any legitimacy? And this one still applies, and apparently this has the consensus which, by default, which another not existent constitution would not have. And the third question would be, and please choose among them what you like to answer, we are always talking about the full-fledged constitution which would be have come to an end, and the crippled or partial constitution. Now, what is the criteria for identifying something as a full-fledged constitution if it's not what the constitution says about itself? Okay, let me try to address the questions. I think one has to make a clear distinction between a formal constitution and a material constitution. When we're talking about constituent power, we're not talking about the substantive rules that may guide the government that could be passed by convention or by parliament, because parliament clearly has legislative powers by the fact that it's been legislated as a parliament, and part of its legislative powers could be to legislate when there'll be elections, who will vote in those elections, whether the parliament can vote no confidence in the government, and when. I don't think this is problematical because it's subject to all the rules that apply, that any parliament or any future parliament could change those rules in exactly the same way, or even in a less way they were made. Even if they were passed by a large majority, the subsequent parliament could come along and say, well, we don't like that, we're going to change that. So I don't think there you have a problem of having specific constituent power. What you need when you have constituent power is a decision made at some period of time which is now going to bind future generations in a way, or future parliaments. That is the whole point of constituent power. You are now deciding, you are taking upon yourself to say, we are laying down the rules, and if you don't like them in the future, you're not going to be able to change them just as you like. And that is how I see the notion of constituent power. So it's inherently connected with the idea that the Constitution is going to have some kind of special normative status. That doesn't mean to say you can have judicial review, but it does mean that the Constitution is going to set down the rules for the working of society, and that all other branches are supposed to work according to those rules. Now, when did we have this? We clearly had that in 1949, because the people were acting on the basis of the Declaration of Independence, which said there would be a constituent assembly to draw up a constitution, and that the temporary branches of government would continue to operate until the constitution was adopted, and then new branches of government would be elected according to that constitution. So there was the people making a conscious decision to elect their representatives to that constituent assembly. Now, your final question, and I don't have a clear answer, what is a full constitution? We would imagine that a full constitution is going to have three parts to it. One part is going to be what is generally in the preamble, but it could be otherwise, as expressing certain values of the society or special principles. If you take the German Article 20, it says that Germany is a federal and democratic state. So that's one of the things. If you took it at Israel at the moment, there's a huge debate of how to define Israel. Is it going to be defined as a Jewish and democratic state? Or is it going to be defined in certain other ways as a democratic state in which the Jewish people realize their right to self-determination? There are very, very different ways of phrasing this. So that would be the first part which one would expect to have in a constitution. The second part is, of course, dealing with the institutions of government and defining the powers and functions and the division of powers between the different branches of government. And the third part, which is part of every modern constitution, it wasn't necessarily in previous constitutions, the original American Constitution did not include a Bill of Rights.
but one would expect to have a Bill of Rights. Now, obviously, no constitution is going to be complete. At some stage, one suddenly will discover that, well, we adopted the constitution and we should have thought of certain things and we didn't. Things change. I just recently have written on another topic entirely, dealing with international human rights treaties, which never mentioned questions of discrimination on grounds of sexual orientation. Nobody thought of it at the time, okay? In the 60s, nobody thought of it. So are these international human rights treaties complete? Well, they are complete. It's very difficult to change them, but change by interpretation. So one has the fundamentals that should appear in every constitution, but I think that your answer, the answer to your question is that by this affirmative act, which has festiveness about it, and is a conscious act of the society saying this is our constitution, like done in South Africa, or like done in certain of the other countries, that would say that we now have a complete constitution, even though it can be criticized in 5 years or 10 years down the line. We may want to make changes or additions. Thank you. Professor Kressmer, je vais passer maintenant la parole, sans plus tarder, Professeur Versman. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord adresser tous mes remerciements à Olivier Kella, à Claude Klein, l'un pour porter cet ANR, l'autre pour organiser cette très très intéressante réunion aujourd'hui, ainsi qu'à ma propre université pour nous accueillir aujourd'hui. Et surtout, évidemment, à nos hôtes qui nous font l'honneur de venir ici. C'est tout à fait magnifique de vous avoir ici pour cette discussion. Donc, je parlerai des révolutions constitutionnelles au pluriel, des analyses doctrinales et des justifications jurisprudentielles, et Betsarfatit, Slicha. Une incertitude et une ambiguïté fondamentale accompagnent l'usage du terme révolution en droit. Réprouver et valoriser, affirmer et atténuer l'identification autant que les propriétés exactes d'un tel événement demeure largement énigmatique. Se voyant conférer la dignité de docteur honoris causa de l'université de Haïfa, le 18 mai 1992, le président Barak commençait ainsi son discours de remerciement. Je vous cite. « Ce n'est pas un fait connu de tout le monde, mais récemment, une révolution a eu lieu en Israël. Je parle ici d'une révolution constitutionnelle, par laquelle la Knesset, en tant que branche constitutive, a adopté une loi fondamentale, dignité humaine et liberté, et la loi fondamentale liberté professionnelle. En substance, les nouveaux droits n'opèrent pas une réelle révolution. Dans une longue lignée jurisprudentielle, les cours israéliennes ont reconnu, pour user les termes du juge Landau, donc là, le juge Barak cite le juge Landau, ces droits fondamentaux qui ne sont écrits dans aucun livre, mais émanent directement de la nature de notre État en tant qu'État démocratique et attaché à la liberté. Fin de la citation dans la citation. En effet, la révolution n'est pas tellement une de contenu que de force. Avec l'adoption des lois fondamentales, ces droits fondamentaux sont inscrits dans les livres. À partir de maintenant, il lie non seulement les autorités administratives, telles que le gouvernement et les autorités locales, à partir de maintenant, il lie la Knesset elle-même. Au-dessus de la Knesset, en tant que branche législative, se trouve la Knesset comme branche constitutive. Et au-dessus de la loi ordinaire se trouvent les deux lois fondamentales. Fin de la citation. Une révolution a donc eu lieu. Elle est peu connue, ou en tout cas moins qu'elle ne pourrait l'être. Elle émane de la Knesset constitutionnelle et lie la Knesset législative. La Knesset aurait cependant simplement inscrit dans les livres ce qui était déjà présent dans la nature de l'État. Mais en quoi s'agirait-il d'une révolution? Pourquoi un acte législatif, adopté par une assemblée élue, exerçons, admettons-le, ses attributions correctement et introduisant, admettons-le, des dispositions supra-législatives, en quoi cela constituerait-il en soi une révolution?
le terme de révolution apparaît en effet très fréquemment dans la doctrine constitutionnelle israélienne et l'on date désormais les événements dans les manuels avant ou après la révolution. Bien des controverses en sont nées et l'avenir nous apprendra si la révolution deviendra une tradition, comme on parle en France de la tradition révolutionnaire, ou si une contre-révolution, évoquée par certains auteurs, aura raison de ces développements. Plus souvent, la révolution constitutionnelle est associée aujourd'hui à cette fameuse décision Mizrahi que nous avons déjà citée plusieurs fois, où l'opinion du président Barak est généralement considérée comme déterminante. Pourquoi donc ce qui s'est passé avec l'adoption des lois fondamentales, dignité humaine et liberté professionnelle, ou avec une décision juridictionnelle qui n'annule aucune disposition législative, serait-il une révolution? Et plus encore, une révolution demeurée assez longtemps ignorée. En France, on connaît également une révolution constitutionnelle. Elle aurait eu lieu en juillet 1971 et serait également passée relativement inaperçue, au moins en tant que révolution. Mais c'est bien ainsi que la célèbre décision 44 DC, liberté d'association, est entrée dans les manuels. Et là aussi, on peut, au moins au premier abord, se demander pourquoi une décision rendue par une juridiction suprême, ayant la fonction de garantir la constitutionnalité des lois, donc un acte produit en vertu des normes les plus élevées d'un système juridique, devrait être considérée comme révolutionnaire. Et curieusement, comme pour le cas israélien, les auteurs revendiquent cette propriété, considérant généralement qu'ils n'auraient pourtant pas changé l'ordre juridique. Le doyen Favoreux donne le titre « La révolution juridique et politique de 1971-1974 » au bref paragraphe qu'il consacre à cette évolution dans le précis qu'il signe avec un groupe d'auteurs dont votre serviteur fait partie, et il explique que, je le cite, « La décision fondatrice du 16 juillet 1971, liberté d'association, a déclenché le processus de changement profond de l'institution et de son rôle. D'un coup, la Constitution était dotée de 2 déclarations de droit. » Fin de la citation. Mais, dans le commentaire qu'il donne à cette même décision, il écrit, et je le cite encore, « Si l'on constate que dans la décision du 16 juillet que le Conseil s'est engagé dans une nouvelle voie, c'est moins à la suite d'un revirement ou d'un changement brutal qu'à la suite d'une évolution. » Fin de la citation. Évolution n'est-elle pas exactement le contraire d'une révolution? Un constat du même ordre pourrait être fait pour la célèbre décision Lutte de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, et même l'acte initial du contrôle de constitutionnalité Marbury versus Madison, également très souvent cité aujourd'hui, est considéré par les uns comme révolutionnaire, par les autres, et c'est justement déjà le cas pour les auteurs de cette décision, comme une simple conséquence logique de l'existence d'une constitution écrite. Révolution, non-révolution, this is the question. Constatons en tout cas déjà que le terme est extrêmement confus et indéterminé. Confus parce qu'il mélange des tas d'objets de nature extrêmement différente, vague aussi parce que les limites exactes de l'événement révolutionnaire ne sont guère précisées. Et puis, surtout parce que l'on peut se demander dans quelle mesure un terme qui est importé d'autres disciplines, de plusieurs autres disciplines, pourrait avoir une capacité explicative en droit. L'expression révolution est sans doute peu appropriée au débat juridique, mais une fois introduite, on peut passer beaucoup de temps à la vaine recherche d'une signification précise. Le terme est introduit dans le langage juridique par translation métaphorique successive. Il est techniquement conceptualisé en astronomie avant d'être popularisé en Italie au XVIIe siècle pour désigner des troubles politiques et sociaux de grande ampleur. C'est cet usage qui sera progressivement repris en Angleterre pour connaître une singulière et décisive fortune en Amérique et en France à la fin du XVIIIe siècle. On s'accorde généralement pour considérer
que l'expression désigne d'abord un mouvement de retour vers un point d'origine, et que ce n'est qu'avec l'usage qui en est fait à partir de la Révolution française que l'on qualifie par là une modification fondamentale qui ne se traduit justement pas par un retour, mais au contraire par une rupture irréversible. Aux grandes révolutions historiques correspondent souvent d'importantes modifications juridiques. Mais qu'est-ce qui fait qu'un ordre juridique est transmis précisément et techniquement, dans un sens conceptuellement précis, à une transformation révolutionnaire? La transposition de la figure d'une rupture irréversible se heurte à la spécificité de l'univers juridique. Le droit, en tant qu'ensemble organisé de normes, contient aussi, en tant que système dynamique, les normes organisant son propre changement. Ce qui constitue un bouleversement sur le plan empirique ne l'est pas nécessairement sur le plan normatif, et vice-versa. Un renversement normatif irréversible peut très bien ne laisser aucune trace sur le plan des faits. C'est justement ce que laisse d'ailleurs entendre le président Barak lorsqu'il dit que ce n'est pas un fait connu, mais qu'il a quand même eu lieu. De ce point de vue, un changement de la plus grande importance et de la plus grande portée, de la plus profonde incidence, ne constitue pas nécessairement une révolution juridique si les règles de modification de règles sont respectées. En définissant les changements possibles, le système pose la frontière entre la continuité et la discontinuité. La formalisation de la Constitution constitue un moyen de rendre le changement de certaines données plus difficile, mais permet en même temps de le rendre au moins abstraitement concevable. La révision constitutionnelle est une technique amphibologique, conservatrice et dynamique. Elle est relativement plus difficile que la modification législative, mais toute chose égale par ailleurs, un tel changement est aussi ouvert et organisé. Le passage entre la 4e et la 5e République française est considéré comme un événement majeur de l'histoire politique française, mais ne constitue pas une révolution juridique, parce que l'on procède à la modification des règles de révision selon les règles de révision en vigueur, avant de les appliquer à l'adoption du texte appelé loi constitutionnelle du 4 octobre 1958. Bien des transformations que l'on pourra regarder comme les plus importantes sur le plan factuel ne sont que des applications tout à fait régulières de règles, de changements de règles sur le plan normatif. On pourra dès lors construire un concept normatif de révolution, c'est-à-dire un concept de ce qu'est la structure normative révolution, non pas un concept de ce que devrait être la révolution, comme présentant les propriétés suivantes. A. La production d'un acte à visée normative. B. Modifiant les règles suprêmes de production de règles. C. N'ayant pas été produit selon les règles de production de règles pertinentes. D. Globalement efficace et se substituant aux normes de production de normes jusque-là en vigueur. E. Considéré comme ayant le statut normatif visé par son contenu. Première propriété, un fait ne peut jamais constituer en tant que tel une révolution juridique. Il faut qu'il s'agisse d'un acte ayant une portée au moins subjectivement normative. B. Un acte à visée normative infraconstitutionnelle, formellement, n'est pas susceptible de modifier la structure juridiquement fondamentale du système. Il constitue un acte éventuellement fautif, même s'il devait être appliqué et même s'il devait l'être pendant un certain temps. S'il existe un contrôle de constitutionnalité, il pourra être annulé. S'il existe des normes pénales ou disciplinaires pertinentes, les auteurs seront éventuellement sanctionnés. S'il n'existe pas de justice constitutionnelle, il pourra au moins être abrogé et ses conséquences restructurées. Un acte dont le contenu emporte la modification des normes de production de normes, non produit selon les normes pertinentes, ne peut exister dans un système donné que s'il existe plusieurs niveaux de normes supra-législatives, c'est-à-dire un polymorphisme constitutionnel. Dans ce cas, s'appliquent les données analogues à l'hypothèse précédente. En cas de contrôle de constitutionnalité élargi, il pourra être annulé, dans les autres, au moins abrogé. En revanche, au plan des normes
supralégislative suprême, un tel voisinage n'est par hypothèse pas possible, puisque par hypothèse, les nouvelles règles se substituent effectivement aux anciennes. C. Un tel acte ne devient problématique que pour autant qu'il s'écarte de la dynamique interne au système, c'est-à-dire non seulement lorsqu'il se substitue substantiellement aux normes de production de normes jusque-là existantes, mais si par ailleurs il n'est pas produit selon ces mêmes normes. S'il n'est pas produit selon ces normes, il n'a pas d'existence normative dans le système, étant donné que le respect des conditions nécessaires et suffisantes conditionne l'existence de nouvelles normes. Et, selon le point précédent, il ne s'agit pas non plus d'une norme fautive, qui est une norme valide, mais présentant un défaut. Il faudrait donc que les règles nécessaires et suffisantes aient été respectées, au moins en ce qui concerne l'existence de l'acte dans le système. D. L'intérêt de l'hypothèse ne se présente que si cet acte arrive à s'imposer, ou plus exactement s'il est globalement suivi. Cela veut dire que l'on suit un acte à visée normative organisant la production normative sans rapport avec le système jusqu'alors en vigueur, et par conséquent que ce système existant jusqu'alors a été abandonné. Mais le fait que le nouvel acte soit respecté n'est en soi encore qu'un fait, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de du dernier élément de ce concept. C'est la raison pour laquelle il pourra être supposé présenter effectivement les propriétés auxquelles il prétend en substance. Cela veut dire qu'un observateur impartial peut considérer que cet acte n'est pas simplement un fait, mais bien une donnée normative qui organise désormais le reste du système. Une telle supposition de normativité peut être qualifiée de norme fondamentale. Le concept proposé résulte d'une réélaboration critique de la théorie des révolutions juridiques esquissée par Kelsen dans la théorie pure du droit. Selon cet auteur, je cite, une révolution au sens large, incluant également le coup d'État et toute modification non légitime de la Constitution, c'est-à-dire non opérée selon les dispositions de cette Constitution ou son remplacement par une autre. D'un point de vue juridique, il est indifférent si cette modification de la situation juridique est intervenue en raison de violences contre le gouvernement légitime, ou par les membres de ce gouvernement, ou par un vaste mouvement populaire, ou enfin par un petit groupe d'individus. Ce qui est décisif, c'est que la Constitution en vigueur est modifiée ou remplacée d'une façon qui n'est pas prescrite par la Constitution jusque-là en vigueur. La modification de la norme fondamentale suit la modification de ce qu'il convient d'interpréter comme l'effet générateur de la production et de l'application de normes valides. Fin de la citation. Kelsen a très clairement vu le problème de la discontinuité entre plusieurs ordres normatifs juridiques. Il l'a clairement délimité au domaine constitutionnel, mais il semble viser d'une part trop étroitement des hypothèses où ce sont directement les formes constitutionnelles textuelles qui sont visées, et il envisage une modification de la norme fondamentale comme subséquente par rapport à une telle modification. Cette construction est incohérente. Elle contredit sa propre théorie de la norme fondamentale. La norme fondamentale ne peut pas être modifiée, et encore moins suivre une modification d'autres normes, puisqu'elle permet justement, en tant qu'hypothèse ou en tant que fiction, d'identifier des normes valides et surtout l'ensemble suprême de normes valides. Or, dans notre hypothèse, comme dans celle qu'envisage Kelsen, nous sommes confrontés à des actes prescriptifs ayant la prétention de régler au plus haut niveau la production normative, mais qui justement ne sont pas des normes valides selon le système jusqu'ici en vigueur. La norme fondamentale n'est par conséquent pas modifiée. Au contraire, l'observateur impartial est confronté à un choix épistémologique. Ou bien maintenir, ou bien ne pas maintenir la supposition de la norme fondamentale dont il était parti. Dans le premier cas, il s'ensuivra que l'acte en question ne pourra pas lui apparaître comme une nouvelle constitution, même si cet acte se présente factuellement avec cette prétention, et avec ce nom, et avec le décor, et avec des fêtes, et avec tout ce que l'on veut. C'est aussi le choix que fera un observateur conservateur. Pour le légitimiste, le remplacement des lois fondamentales du royaume par la Constitution de 1789
91 d'abord, l'élection inconstitutionnelle de la Convention nationale et la proclamation de la chute de la royauté le 21 septembre 1792 ensuite, ne sont pas des actes juridiques valides, mais des crimes de lèse-majesté et de haute trahison. Dans le second cas, autre hypothèse, donc, l'observateur suppose au contraire la normativité des actes inconstitutionnels selon le système antérieur. Le cas simple est naturellement celui où un autre système est devenu globalement efficace et d'une façon parfaitement observable. L'observateur qui maintient sa supposition de la norme fondamentale de l'Ancien Régime n'aura donc plus grand-chose à observer, si ce n'est d'horribles crimes ou des actes illégaux non sanctionnés. Et dans ce cas, la supposition d'une autre norme fondamentale va constituer effectivement une exigence épistémologique. Si l'on veut comprendre le nouveau système en tant que système juridique, alors, et alors seulement, la supposition d'une nouvelle norme fondamentale s'impose à l'observateur, mais même alors, elle ne résulte pas d'une modification des faits, car aucune modification normative n'est la conséquence d'une modification de faits, encore moins la supposition qui permet de comprendre des actes en tant que normes. Le concept de révolution juridique n'est toutefois guère un simple jeu d'esprit. Premièrement, tout univers normatif est une construction artificielle de l'esprit et ne peut être saisi que par des hypothèses elles-mêmes appropriées. Ensuite, une rupture de continuité entraîne techniquement des effets de grande ampleur, juridiquement, par la simple raison qu'en l'absence de normes de production de normes valides selon l'ancien système, les normes de l'ancien système perdent, toutes choses égales par ailleurs, leur validité. Et puisqu'il y a discontinuité, il convient d'expliquer pourquoi les normes de l'ancien système redeviennent des normes dans le nouveau système. Et ce n'est pas toujours simple. Et parfois, ce sont justement les normes du nouveau système relatives à la translation de validité sont des normes qui rendent les choses encore plus compliquées. Enfin, la discontinuité entraîne des conséquences en termes de responsabilité, ou plus généralement concernant les actes en vue d'aboutir justement à la révolution juridique, ou au contraire en vue de la faire échouer. Ces actes tomberont dans différentes catégories selon l'hypothèse adoptée. Le 16 juillet 1971, donc, le Conseil constitutionnel annule des dispositions législatives comme contraires au préambule. Or, le préambule de la Constitution de 1958 ne fait pas partie de la Constitution de 1958. Il s'agit d'une proclamation de principe formulée selon les lois du genre littéraire et non comme un ensemble de dispositions normatives. D'ailleurs, les travaux des instances élaborant ces textes l'excluent de toute application possible, précisément pour le soustraire à toute utilisation dans le cadre d'un contrôle de constitutionnalité. Cette thèse historique et interprétative est naturellement hautement controversée et il convient de la concéder ici simplement pour les fins de notre discussion. Qu'il suffise de remarquer toutefois à cet endroit que les thèses adverses se font jour bien après l'adoption du nouveau texte constitutionnel et qu'elles sont principalement utilisées à des fins de reconstruction a posteriori. Il s'ensuit que, toute chose égale par ailleurs, le préambule n'est pas plus une norme constitutionnelle avant le 17 juillet 1971 qu'après cette date. Selon les règles de la Constitution du 4 octobre 1958, il est d'ailleurs impossible qu'un texte puisse être intégré dans la Constitution en vertu d'une décision du Conseil constitutionnel chargé d'appliquer la Constitution en vigueur et non habilité à la modifier, encore moins à ajouter 2 déclarations de droit et un ensemble dramatiquement indéterminé de normes législatives antérieures qui seraient ainsi devenues toutes formellement constitutionnelles. Toute chose égale par ailleurs, il s'agit peut-être, selon la terminologie consacrée, d'une décision audacieuse. Mais l'audace n'est pas une catégorie juridique, et quoi qu'il en soit, c'est une décision erronée. Entendons-nous bien, la décision est valide en tant qu'elle annule les dispositions litigieuses, mais ne produit pas une modification de la Constitution. En outre, le moyen serait parfaitement inapproprié, car le fait de viser le préambule, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs,
n'a aucune valeur normative, mais tout au plus argumentative. Et l'argument est faux. Et il se serait pu que tout en reste là. Il se serait très bien pu que le Conseil ne fasse plus appel au préambule et qu'il n'invoque aucun droit mentionné dans ses instruments, ou qu'il ne fasse une fois tous les 10 ans, de manière très discrète. Le 18 juillet 1971, rien ne permettait de le prévoir, ni le 19 juillet, ni même le 15 juin de l'année suivante. C'était d'ailleurs la même situation aux États-Unis en 1803, comme en 1805, comme en 1840. Charles Le Ben l'a rappelé tout à l'heure, ça a commencé beaucoup plus tard. Si l'on admet aujourd'hui que le contrôle de constitutionnalité existe aux États-Unis depuis le 24 février 1803, ou que le préambule existe en France depuis le 16 juillet 1971, ou qu'il existait depuis le début de ces instruments constitutionnels en vertu de ces décisions, on procède à des reconstructions rétrospectives. Le grand rêve a pris du temps pour mûrir, et c'est aujourd'hui qu'on le présente comme s'il avait toujours existé. On aurait donc très bien, et pendant un certain temps au moins, supposé que la norme fondamentale française habilite bien l'ensemble normatif Constitution du 4 octobre 1958, sans le préambule, tout en admettant la validité de la décision 44 DC. Admettons qu'un constitutionnaliste absolument génial et tout à fait favorable au contrôle de constitutionnalité ait rédigé un traité de droit constitutionnel en 1973 et soit mort peu après. Personne ne se serait ému, ni ne s'émouvrait sans doute même aujourd'hui, s'il avait adopté cette lecture. Admettons au contraire qu'il ait adopté une autre construction. Et alors, il n'y a que deux solutions. Ou bien on revient sur l'hypothèse de départ et l'on admet, contre les faits historiques, que le préambule n'est pas un préambule, mais un ensemble de dispositions parfaitement conçues et formulées comme telles, mais cela exigerait un rude travail que, curieusement, les partisans de la thèse n'ont jamais véritablement entrepris. Ou alors, sinon, de façon logiquement cohérente, il reste comme unique hypothèse l'idée donc que le préambule existe depuis le 16 juillet 1971. Or, comme le Conseil n'a pas pu l'avoir produit, on ne peut qu'admettre une nouvelle norme fondamentale pour une autre constitution qui contiendrait l'ensemble de ce qu'il est convenu d'appeler depuis lors le bloc de constitutionnalité. Depuis la révision maintenant de 1974, donc après la mort de notre ami inexistant, et les évolutions successives, cette hypothèse devient sans aucun doute de plus en plus plausible, si l'on veut comprendre le système français aujourd'hui. Aujourd'hui, il semblerait artificiel, et artificiellement conservateur, de supposer une norme fondamentale excluant le préambule. Par rapport à l'hypothèse de Kelsen, on voit simplement que la révolution, au sens juridique, n'est nullement un phénomène qui saute aux yeux et dont l'explication serait en quelque sorte automatique. Elle constitue au contraire un véritable choix pour lequel les faits réels ne livrent que très peu d'indications. Et en ce sens, l'observateur le plus impartial ne peut pas demeurer impartial, puisqu'il choisira nécessairement l'une des hypothèses en présence. Or, ce choix aura des répercussions sur l'évolution du système. Admettons que ni François Luchaire, ni le doyen Favoreux aient existé. C'est difficile, mais admettons, pour les besoins de la discussion, et qu'aucun constitutionnaliste n'ait sérieusement envisagé l'existence du préambule, et que même les émules de l'ENA aient appris, donc en reste à cette sagesse qu'il n'existe rien au-delà de ces objets inexistants que sont les principes généraux du droit. Eh bien, le monde juridique français serait sans doute très différent aujourd'hui. Admettons au contraire que l'existence du préambule ait été dès le départ la supposition la mieux partagée par les publicistes français. Le monde juridique français aurait sans doute également été très différent aujourd'hui. Et pourtant, l'observateur impartial et objectif ne cherche que la description la plus précise du système actuellement en vigueur, selon les hypothèses explicatives les plus adéquates. Le cas israélien est sans doute encore plus étrange. Il n'y a pas de constitution formelle adoptée par une assemblée, pourtant élue à cette fin.
Cette Assemblée se contente d'une déclaration pour établir que la Constitution sera adoptée par chapitre par les futurs Knesset. Les Knesset subséquentes adoptent des lois fondamentales. Seule la loi fondamentale, la Knesset, contient des dispositions retenant un mode renforcé de modification. Les autres lois fondamentales, y inclus celles sur la dignité et la liberté professionnelle, sont modifiables par des majorités simples ou éventuellement, comme pour certaines, par au moins la majorité absolue, ce qui dans beaucoup d'autres systèmes est la règle pour la production de la législation ordinaire. Pourtant, la Haute Cour de justice rend en 1969 la fameuse décision Berkman dont nous avons déjà parlé. Mais ce n'est qu'avec la célèbre décision Bank Mizrahi que la Cour suprême admet explicitement, plus exactement que son nouveau président, maintenant ancien président, admet d'une part que les Knesset successives ont gardé l'habilitation constitutionnelle et d'autre part que la Cour avait l'habilitation et le devoir, non pas simplement la possibilité, mais le devoir de déclarer des lois qui seraient en conflit avec les lois fondamentales inconstitutionnelles. Je cite le président Barak, selon cette conception, c'est une phrase très forte me semble-t-il, le silence constitutionnel exige le contrôle de constitutionnalité et autorise la Cour d'annuler une législation inconstitutionnelle. Cette position est intéressante et problématique. La situation israélienne est bien plus proche de celle du Royaume-Uni, de la France de la Troisième République, ou si l'on veut de la Hollande, que des États-Unis ou de la République fédérale d'Allemagne, même si cette dernière semble avoir inspiré la terminologie de la loi fondamentale, dignité humaine. Admettons pour les besoins de la cause que l'habilitation à produire des normes constitutionnelles ait été transmise aux Knesset successives, alors qu'il n'existe pas d'abord de normes formellement constitutionnelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, selon ma lecture, au moins, cela veut simplement dire que si la Knesset adopte des normes de production de normes exigeant une procédure renforcée pour la procédure législative et que, deuxièmement, le statut dérogatoire de ces normes soit précisé d'une manière suffisante, alors, et alors seulement, il existera des normes supralégislatives selon l'ordre de la production, puisque la procédure est différente et renforcée, et, en deuxième lieu, supralégislatives selon la force dérogatoire, parce que les effets en termes de calcul des défauts auraient été normativement énoncés. Or, à l'exception de certaines dispositions relatives à la Knesset, il n'existe qu'une supralégislativité faible, au sens où la modification de certaines lois dites fondamentales exige une majorité absolue. En revanche, aucune disposition d'aucune loi fondamentale n'énonce des éléments d'un calcul des défauts, c'est-à-dire une force dérogatoire supérieure à la loi, ou encore autrement formulé, aucune norme n'organise les conséquences de l'édiction d'une norme valide mais fautive, au sens où elle violerait une disposition d'une loi fondamentale. Dans le meilleur des cas, c'est en effet la situation de la Troisième République ou de l'actuelle Hollande, laissant de côté évidemment le problème de la position du droit international aux Pays-Bas. Il y existait, ou existe, bien une procédure différente pour la production de certaines normes, mais la violation de ces règles n'entraîne aucune conséquence normativement organisée. Jusqu'en 2010, en France aussi, une loi promulguée en conflit le plus ouvert avec une norme constitutionnelle formelle ne pouvait pas être annulée. En Hollande, on observe depuis des décennies diverses tentatives infructueuses pour introduire un contrôle de constitutionnalité. L'argument problématique dans la position de la Cour suprême est résumé si bien par la citation du président Barak, consiste à considérer comme, premièrement, la procédure où le seul nom de fondamental des lois dites fondamentales comme significativement différentes de celles des lois ordinaires. Et surtout B, d'admettre directement que la seule existence d'une telle procédure ou d'un tel nom impliquerait une force dérogatoire supérieure.
Mais cela exigerait justement une norme introduisant et précisant les mécanismes d'un calcul des défauts. Il paraît au contraire significatif que même la loi fondamentale sur la justice, dont c'était justement le lieu idoine, n'en dise aucun mot et qu'elle n'ait pas été révisée depuis lors en ce sens. Si l'opinion du président Barak, avec mes excuses, est erronée, nous sommes à nouveau confrontés à deux hypothèses. Ou bien il existe une disposition constitutionnelle en vertu de laquelle les juridictions, ou du moins la Cour suprême, seraient habilitées à annuler des normes en conflit avec des dispositions des lois fondamentales, ou bien une telle disposition n'existe pas. Si elle existe, elle n'a pu apparaître qu'en dehors du processus de production normative fixé par les présentes lois fondamentales. Et alors nous sommes confrontés à une révolution juridique véritable, contrairement à l'hypothèse selon laquelle ce n'est pas une véritable révolution, mais simplement un changement important. Cette situation serait particulièrement difficile à déchiffrer, car il conviendrait de se demander quand cette révolution est exactement intervenue et comment elle s'est produite. En deuxième lieu, et cela entraînerait, c'est une deuxième difficulté, cela entraînerait l'existence de normes constitutionnelles invisibles, par hypothèse énigmatique et difficile à identifier quant à leur substance. En revanche, une telle supposition permettrait de comprendre les décisions juridictionnelles retentissantes comme celle du 19 novembre 2009, annulant la loi de 2004 sur les prisons privées, également déjà mentionnée ici. Si une telle disposition n'existe en revanche pas, deuxième hypothèse, les décisions d'annulation seraient juridiquement problématiques, car prises en dehors d'une habilitation à la production et ici à la destruction normative. Or, naturellement, en matière de production normative, le principe que tout ce qui n'est pas interdit est permis ne vaut évidemment pas, car cela voudrait dire que tout organe serait libre d'imposer à sa guise des obligations ou des interdictions, c'est-à-dire des limitations de la liberté des destinataires, ou autrement formulé, que le principe de liberté serait un principe de restriction arbitraire de la liberté. C'est peut-être théoriquement possible, mais l'existence d'une telle norme en droit positif ne constitue certainement pas une évidence et exigerait une preuve passablement fournie. Cela impliquerait par conséquent que les décisions d'annulation seraient invalides. Et la solution choisie, cette norme existe ou cette norme n'existe pas, dépend de la construction de la norme fondamentale. On peut dès lors noter que les organes juridictionnels donnent rarement une explication vraiment développée, en dépit des 500 pages, du problème principal, à savoir l'extension exacte des normes de référence ou la raison d'être juridique d'un calcul des défauts, et que les révolutions juridiques sont, là où elles sont les plus intéressantes et les plus difficiles à analyser, souvent simplement performatives. Selon l'argument développé plus haut, chaque observateur procède donc à la construction d'une norme fondamentale en vue d'identifier les phénomènes juridiques pertinents. On peut supposer que l'utilisation d'une hypothèse révolutionnaire sera plutôt rare, car c'est une hypothèse forte, maniée avec prudence et généralement dans une ambiance de consensus doctrinal. Par exemple, tous les juristes autrichiens conviennent unanimement que la déclaration d'indépendance du 27 avril 1945, mettant fin à l'occupation nazie en Autriche et considérant donc que la prétendue annexion par le Reich en mars 1938 est nulle et non avenue, est un acte juridiquement révolutionnaire à partir duquel il est possible de dater précisément l'avènement d'une deuxième république, avec toutes les difficiles questions du droit transitoire que cela va ensuite poser. La situation est exactement l'inverse en France, puisque ici, l'ordonnance du 9 août 1944 proclame au contraire le rétablissement de la légalité républicaine, c'est-à-dire une continuité. Mais où aura lieu l'élection d'une assemblée constituante non prévue par les lois constitutionnelles de 1875, qui aurait, donc selon l'ordonnance de 1944, dû rentrer en vigueur, faisant ainsi de ceux qui rétablissent la République des révolutionnaires qui abolissent, au moins juridiquement, la République qu'ils viennent de rétablir. Mais le cas qui nous intéressait était la révolution
de 1971. La doctrine revendique explicitement cette appellation, révolution, qui est devenue une expression courante. Tout le monde parle de la révolution de 1971. Mais en vérité, presque personne n'en assume les conséquences, ou simplement les données. Comme l'explique le doyen Favoreux, le Conseil aurait suivi, et je le cite, une sorte de logique interne. Il aurait consacré clairement et définitivement, je le cite encore, la valeur positive et constitutionnelle du préambule. Le préambule aurait déjà été intégré auparavant dans une décision du 19 juin 1970, mais appliqué pour la première fois dans une annulation un an plus tard. De cette présentation, donc du doyen Favoreux, comme d'autres que l'on peut lire couramment dans la doctrine dominante, on peut conclure que la révolution n'était pas, en tout cas pour cette doctrine la plus représentative de la montée en puissance du contrôle de constitutionnalité, une révolution au sens juridique du terme. Puisque le préambule aurait d'une certaine façon déjà été là. Pourtant, la nature de cette présence n'est nullement expliquée. En même temps, il y aurait bien eu intégration. Or, on ne peut intégrer que ce qui n'était pas dans le lieu de référence. De ce point de vue, la présentation est contradictoire. Le caractère effectivement révolutionnaire est bien reconnu, mais aussitôt atténué, nié, mais implicitement admis. Enfin, la consécration est une opération inconnue des textes constitutionnels républicains français, une opération parfaitement énigmatique au regard des normes de production de normes contenues dans la Constitution du 4 octobre 1958. Dans une lecture charitable, on observera une ambiguïté inexpliquée entourant l'évolution de la Constitution française dans ses moments récents les plus significatifs, comme si l'observateur admettait simultanément une pluralité de normes fondamentales incompatibles entre elles. On ne peut manquer de noter une impression comparable dans le cas israélien. Il est difficile de savoir quand la révolution constitutionnelle est exactement intervenue en Israël, et si elle est vraiment intervenue. Est-ce en 1992, comme le dit le président Barak dans son allocution de Haïfa? Est-ce plus tard avec Banca Mizrahi et son argumentation? Est-ce plus tard encore avec les premières annulations de grande portée? Mais s'agit-il vraiment d'une révolution au sens juridique du terme? Tant pour la Cour que la doctrine majoritaire, apparemment non. La Knesset aurait procédé à un acte de législation fondamentale. Telle serait la véritable révolution, mais elle n'aurait nullement outrepassé ses pouvoirs. La révolution est ici conçue comme un acte chargé d'une évaluation extrêmement positive et comme l'achèvement d'une donnée déjà présente en puissance. On peut donc se poser la question si l'art de l'argumentation juridique consistait à introduire des discontinuités sans le dire et à valoriser des révolutions qui n'ont jamais eu lieu. Et probablement, le devoir pour une science précise du droit consiste à éliminer le plus possible les métaphores. Merci beaucoup. Bien, je remercie le professeur Fersman de son exposé où il a fait la preuve de sa vigueur habituelle et d'analyse décapante sur des problèmes extrêmement discutés où il a toujours un point de vue original. Alors, nous sommes un peu en retard, mais je pense qu'on peut prendre un quart d'heure pour la discussion. Et par conséquent, je vous donne la parole tout de suite aux personnes qui souhaitent la prendre. Oui, Michel Tropel. Une très très brève question. Elle concerne le point de vue auquel tu peux te placer pour dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas une révolution. Si on se place d'un point de vue externe, alors naturellement on peut qualifier tel ou tel revirement de jurisprudence comme opérant une révolution, de même qu'on peut le faire pour n'importe quel événement politique, et dire c'est un événement qui est de nature révolutionnaire parce qu'il a une importance décisive, etc. Maintenant, si on se place du point de vue interne, qui est celui des juristes, par exemple des juristes praticiens,
si on posait la question au Conseil constitutionnel, non pas aux membres du Conseil constitutionnel pris individuellement, mais au Conseil constitutionnel collectivement, en tant que Conseil constitutionnel. Il dirait, nous n'avons pas fait de révolution du tout, nous avons simplement tiré les conséquences logiques et nous n'avons pas donné au préambule une force juridique nouvelle, il l'avait déjà, nous l'avons simplement révélé. C'est donc un acte d'interprétation que nous avons fait, et puis il se trouverait des arguments d'ordre littéral pour justifier cette position. Il dirait par exemple que le mot constitution se trouve tout à fait en tête du document et que le préambule se trouve au-dessous du mot constitution, ce qui montre, etc. Je ne vais pas recommencer toute la discussion. Donc, pour pouvoir dire qu'il y a une révolution ou qu'il n'y en a pas, il faut se placer nécessairement d'un point de vue externe. Parce que jamais, naturellement, le processus juridique ne conduira l'acteur à dire qu'il opère une révolution. Et quand le juge Barak parle de révolution, ça n'est pas dans le corps de la décision, bien entendu, il ne peut en parler qu'à l'extérieur, quand il reçoit un diplôme de docteur honoris causa, ou quand il fait une conférence ici, là il peut en effet, mais là il n'est plus dans la position du juge. Et donc ma question c'est, le théoricien, de quel point de vue doit-il se placer? Et s'il se place d'un point de vue externe, quelle est encore sa légitimité pour, ou plutôt, disons les choses plus simplement, quel est son droit d'affirmer qu'il porte un jugement objectif? Alors, en premier lieu, je conteste la distinction entre le point de vue externe et le point de vue interne. Que l'on agisse autrement si l'on fait partie d'une juridiction ou d'un organe ayant un pouvoir de décision dans certains contextes pragmatiques, historiques, c'est un fait. Que l'on cherche des arguments pour justifier ce que l'on fait, c'est également un fait. Mais en tout cas, dans un état de droit, il existe en général une obligation de motivation. L'obligation de motivation n'est justement pas celle de dire simplement pourquoi dans certaines circonstances pragmatiques on a eu envie de faire certaines choses et quels en serait l'habillage qui permettrait de faire passer la pilule, mais de se placer justement d'un point de vue analytique qui constituerait une véritable argumentation juridique correcte. Sinon, l'obligation de motivation ne serait qu'une perversité. Qu'est-ce qu'une argumentation correcte? Eh bien, l'argumentation correcte est une argumentation qui explicite, et là j'en viens à ton deuxième point, qu'est-ce qui fait la légitimité? Eh bien, la légitimité de n'importe quelle explication dans n'importe quel domaine scientifique, c'est le fait de mettre sur table les prémices d'un argument, de construire son objet de façon plausible et cohérente et de procéder par des argumentations logiquement cohérentes et testables. Oui. Que ce soit en musicologie, en physique nucléaire ou en droit. Et c'est la raison pour laquelle se pose justement le problème des différentes normes fondamentales possibles, qui parfois, cela peut rester effectivement totalement indécidable, contrairement à ce que pense Kelsen. Oui, je voudrais faire un parallèle entre deux
deux initiatives constitutionnelles qui ont pu être qualifiées de révolution, celle que vous avez mentionnée, c'est-à-dire l'arrêt, la décision de 1971, et la décision du général de Gaulle en 1962 de réviser directement la Constitution par référendum, alors que c'est contraire au moins à la lettre de l'article 89. Bon, diriez-vous que la décision du général de Gaulle, qui était suivie des faits, constituait une révolution juridique? Oui, effectivement, oui, oui. C'est clairement un coup d'État du fondateur de la loi constitutionnelle du 4 octobre 1958 contre les dispositions de ce texte, et c'est bien la raison pour laquelle, paradoxalement, les politistes ont raison de dire que la Ve République commence en 1962. Parce que là, il y a parce qu'en vérité, la Ve République n'est pas la Ve République, mais une modification de la 4e République. Oui. Mais bon, on peut le dire pour deux raisons. On peut le dire parce que le général de Gaulle a envoyé ce procédé, ou on peut le dire à cause du résultat du référendum, parce que le président de la République a été désormais élu au suffrage universel direct. Mais considérez-vous que le seul fait que le général de Gaulle considérait comme possible de réviser la Constitution par voie de référendum, sans intervention préalable des assemblées parlementaires, constitue une révolution? Alors, c'est effectivement une question très intéressante et qui se pose également sous une forme analogue pour 1971. Les modifications des règles formellement constitutionnelles relatives au scrutin présidentiel n'ont pas pu être adoptées selon les procédures alors en vigueur. Par conséquent, selon mon concept de discontinuité juridique, il s'agit ici effectivement d'une discontinuité puisque ont été introduites des règles formellement constitutionnelles non adoptées selon les règles d'adoption de règles formellement constitutionnelles. Le problème que cela pose en effet, et c'est la raison pour laquelle votre question me paraît particulièrement importante, c'est que cela implique un autre problème, celui de savoir si a été simplement introduit une modification des articles 5, 6, 7 de la Constitution, ou aussi une révision invisible de l'article 89, comme l'a prétendu plus tard Vedel d'ailleurs. Oui. Et même Mitterrand. Et même Mitterrand. De même que l'on pourrait se poser la question de savoir si la révolution la vraie révolution, non celle à laquelle pensait le doyen Favoreux, qui cherchait à l'atténuer, de 1971, impliquerait une habilitation future. Alors un article 89, cette fois-ci 7, n'est-ce pas, qui donnerait au Conseil constitutionnel un pouvoir de révision. Alors, je pense que même si nous admettons des révolutions, je ne pense pas qu'il convienne d'en faire une lecture maximaliste. Même si je peux vous raconter que, ayant assisté récemment à une rencontre dans les locaux du Conseil constitutionnel à l'occasion de l'anniversaire de ce texte, et un très illustre collègue y a dit, eh bien, voyez, qui était invité à faire une présentation officielle devant les membres du Conseil et d'autres très éminents collègues, vous y étiez d'ailleurs peut-être vous-même, eh bien, c'est très difficile de réviser la Constitution en France, donc
mes chers membres du Conseil constitutionnel, saisissez-vous-en à l'occasion pour introduire les modifications nécessaires. C'est-à-dire que il n'est sans doute certainement pas le seul, sinon il n'aurait pas pu le dire sur un ton aussi badin. Il pense qu'il existe en France un article 89, alinéa 7, invisible. Mais je pense que c'est très problématique. Je crois qu'il y a d'autres prises de parole, mais je vais intervenir. Je me demandais si, en réalité, dans les démocraties occidentales, il n'y a pas une tendance à ne jamais reconnaître qu'il y a une révolution. Qu'en réalité, quoi qu'il arrive, on veut toujours habiller ce qui se passe avec un habillage qui serait conforme à la continuité. Alors je prends l'exemple dont tu as parlé tout à l'heure, à propos de l'ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité. Mais oui, on a rétabli la légalité et on a tout fait pour essayer de montrer que le passage de la 3e à la 4e est parfaitement légal. C'est pourquoi la première question du référendum, c'est voulez-vous que l'Assemblée élue ce jour soit constituante. Donc j'ai appelé ça une fois, c'est la forme de l'élégance constituante la plus parfaite. Et tous les exemples que l'on prend, même dans l'exemple de Barak et de Banca Mizrahi, que fait le texte? Le texte dit, nous agissons en fonction, nous interprétons. Il n'y a jamais la volonté, comme des bolcheviks, je dirais, de dire « Ah non, nous rompons ». Non. Alors, il y a cette volonté dans les démocraties occidentales de faire toutes les acrobaties possibles pour dire « Mais non, ce n'est pas une révolution, nous ne faisons qu'interpréter ce qui se passe ». Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je pense deux choses. Premièrement, je crois qu'effectivement, ce n'est pas si simple de faire une révolution. N'est pas révolutionnaire juridique, qui veut. Déjà, ce n'est pas si simple politiquement, mais juridiquement, c'est peut-être encore beaucoup plus difficile. Et il est vrai, cet habillage existe, je suis tout à fait d'accord, mais j'irai plus loin que toi. Je dirais que justement, ce qui caractérise et les acteurs et la doctrine, c'est qu'on veut avoir la chose et son contraire. C'est-à-dire, on affirme, oui, il y a une constitution, c'est fantastique, on est dans un nouveau monde extraordinaire qui est le plus beau de tous. Et en même temps, non, ce n'est pas du tout une révolution, ce n'est que la conséquence logique de ce qui était déjà là depuis toujours. Ce qui est parfaitement contradictoire. C'est ça que l'on fait en vérité. C'est-à-dire, on a les avantages et de la discontinuité et d'une mystique continuité. Oui, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est pourquoi tu veux faire la police de l'usage du mot révolution et discriminer entre les usages légitimes et illégitimes du mot révolution. Comme s'il y avait une sorte d'en-soi de la révolution qui serait objectivement constatable, même par la science, et comme si le juriste pouvait, comme le physicien nucléaire, pouvait dire quand est-ce qu'il y a de la révolution ou quand est-ce qu'il n'y en a pas. En tout cas, c'est ce que j'ai senti comme ambition de ta part. Mais enfin, moi, ce qui me semble, c'est que, parce que au titre de cette ambition, tu as déclaré tout à l'heure de manière très, très autoritaire qu'en 1958, il n'y avait pas eu de problème de passage de la 4e à la 5e République, tout s'était passé conformément à ce que la Constitution de la 4e République établissait. Tu l'as même rappelé en disant que la 5e, il n'y en avait pas, véritablement, il n'y a qu'une sorte de révision de la 4e, etc. Enfin, il y a eu, à ce moment-là, une controverse exactement identique à celle qui avait eu lieu en 1940, tout bonnement parce que l'opération de 1940 et celle de 1958 sont strictement la même. Il y a eu exercice par le pouvoir constituant constitué d'une compétence qui a été déléguée, puisqu'il était confié au pouvoir exécutif le soin de rédiger un nouveau texte de constitution, exactement de la même forme. En 1958, il s'est agi de le faire au profit de De Gaulle, au lieu de le faire au profit de Pétain, qu'on l'a fait en 1940. Et il y a eu, en tout cas, dans les deux cas, la même controverse entre les partisans et les adversaires, entre ceux qui disaient que c'était révolutionnaire, c'est-à-dire ceux qui étaient les gaullistes en 1940 et qui étaient les socialistes, les mitterrandiens, disons, c'est Mitterrand qui a dit coup d'État permanent, etc., en 1958, et à l'inverse, les partisans de l'opération de Pétain en 1940 ne disaient pas qu'il y avait révolution, mais disaient qu'il y avait continuité. Autrement dit, il y a ceux qui disent c'est conforme au texte, et ceux qui disent c'est une violation du texte. Et cette affirmation, c'est conforme, c'est pas conforme, c'est conforme au droit, c'est pas conforme au droit, c'est une évaluation qui est tout simplement fonction, d'un point de vue strictement interne dont parlait Michel, de savoir si on n'est pas... Enfin, en gros, il y a
dans une évaluation d'une opération de conformité ou de non-conformité à des textes existants, il y a tout simplement un rapport de force entre l'opération qui réussit et le passage d'un régime à un autre, et ceux qui ont perdu, qui forcément dénoncent le caractère irrégulier de ce passage en force, et au contraire ceux qui ont réussi, qui considéreront que ça n'était pas de la force mais du droit. Voilà, c'est aussi simple que ça. En gros, il y a toujours un rapport de force entre deux camps, le camp des vainqueurs et le camp des vaincus, avec un discours juridique qui, alors c'est le camp des vainqueurs véritablement et des vaincus dans une situation où véritablement le rapport de force est militarisé, mais le rapport de force peut être tout simplement opéré par un vote populaire qui donne raison aux uns et tort aux autres, comme c'était le cas en 1958 quand on est passé par un vote au référendum de la 4e à la 5e, dans des conditions qui ont paru contestables à des gens comme Mitterrand, par exemple. Voilà. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux interdire à ceux qui sont contre une opération d'employer le mot révolution et à ceux qui sont pour ou qui la considèrent comme étant légitime, dire qu'il n'y a pas eu de révolution mais continuité. En fait, où est le problème? Voilà, où est le problème? Alors, ben je crois que la réponse est très simple. Je n'interdis à personne d'utiliser le terme révolution comme cela paraîtra aux uns et aux autres agréable dans quelque contexte que ce soit. Je me suis permis humblement et modestement de pointer des usages incohérents du terme révolution. Je me suis permis de montrer que, en tout cas d'essayer de montrer que la transposition d'un terme qui était déjà lui-même métaphorique dans un contexte juridique ne permettait pas d'utiliser ce terme comme référent à un concept ayant une force explicative. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement proposer une définition stipulative de révolution dont j'espère avoir au moins suggéré qu'elle répond aux exigences que devrait avoir un concept ayant une certaine capacité explicative. Maintenant, si on veut appeler ça autrement, si on veut appeler ça Baba au Rhum, ou je n'ai absolument aucun problème, n'importe quoi. Et si on veut appeler révolution, je ne sais quel événement, mais je n'ai strictement aucun problème et je ne l'interdis à personne, absolument à personne. Donc, toute la question est celle de savoir, me semble-t-il, dans une telle discussion, si nous utilisons des concepts